Bienvenue, Marie. Nous avons la chance d'accueillir la présidente d'Ento-France, qui est Yasmine Kando. Cette association française lutte contre l'endométriose en mettant pas mal d'événements, en étant aussi assez actif avec une marraine, Laetitia Milot. 2400 adhérentes et 120 bénévoles. Puis ensuite, nous accueillerons Katia, fondatrice et présidente de l'association Parlons Zen. Angélique aussi nous fait l'honneur d'être présente puisque Angélique est photographe et va nous présenter sa série photo L'Invisible. Et nous avons la chance d'avoir le docteur Stefania Bianda Pabdo qui exerce aujourd'hui en Allemagne, ce qui nous permettra d'avoir une approche aussi peut-être différente de la nôtre. Nous allons commencer avec Stefania. Bonjour Stefania. Bonjour, bonsoir et merci de m'accueillir sur ce beau plateau. Je suis très heureuse d'être là. Avec grand plaisir. Je vous propose qu'on commence avec Stefania, puis ensuite ce sera Angélique de place, ensuite Katia, et enfin on terminera avec Yasmine. Très, très curieuse parce que comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, elle est une maladie secrète cachée qui ne se voit pas comme quand on a par exemple un cancer ou ce genre de choses. En fait, à la base, ce sont des cellules de l'endomètre. Donc, c'est cette cavité de l'utérus. Les femmes ont un utérus. Je crois qu'il faut repartir peut-être de là, un peu de biologie. Nous toutes, nous savons, les femmes, elles ont un utérus, elles ont deux ovaires et elles ont des trompes. Et voilà, il y a cette cavité de l'intérieur de l'utérus qui se retrouve à l'extérieur de l'utérus. Ça peut être au niveau des ovaires, ça peut être au niveau de la vessie, ça peut être au niveau des intestins, ça peut être partout à l'intérieur de son organisme en fait. Et c'est justement ça l'endométriose parce que justement cette issue de l'endomètre, il réagit chaque mois à nos changements hormonaux. Ça veut dire que chaque mois, les femmes, elles ont une période où elles ont le menstru. Et c'est pareil, cette issue de l'endomètre qui se retrouve hors de la cavité de l'utérus se met aussi à saigner en dehors de l'utérus. Ce qui fait que ça cause des douleurs. C'est le symptôme premier de l'endométriose, c'est la douleur. Et ça cause aussi des adhésions, ça cause une infertilité. Ça a beaucoup de répercussions sur la santé. Dépendant de l'endroit où ces tissus vont se retrouver, on pourra avoir des difficultés urinaires, on pourra avoir des difficultés gastriques. Et c'est tout ce qui fait la difficulté de cette maladie parce qu'elle n'est pas propre à un organe. On sait par exemple quand on a une bronchite, on est au niveau des bronches, ou bien quand on a une inflammation du myocarde, par exemple, on sait qu'on est sur le cœur. Mais la particularité vraiment de l'endométriose, c'est qu'elle n'est pas que au niveau des organes reproductifs féminins. Voilà, ces tissus peuvent vraiment se retrouver partout dans l'organisme et ainsi produire les difficultés que nous connaissons. Et le plus grand problème, c'est la douleur, en fait. C'est le premier symptôme qui amène les patientes à consulter. Voilà, c'est en gros, voilà. Y a-t-il d'autres symptômes? En gros, vraiment, l'unique symptôme, ce sera la douleur. Après, il y a d'autres symptômes ou bien il y a d'autres problèmes, j'ai envie de dire, une autre problématique qui fait consulter en général, c'est la stérilité aussi. Plusieurs femmes, on se rend compte qu'elles souffrent d'endométriose. Après une certaine période d'essai, elles veulent être enceintes, elles n'y arrivent pas et cette stérilité pousse à découvrir qu'il y a une endométriose cachée. Mais sinon, vraiment, c'est la douleur pendant les rapports sexuels, la douleur pendant qu'on va faire pipi, la douleur pendant les menstrues. C'est vraiment le symptôme phare de l'endométriose, c'est la douleur. Et le problème avec la douleur, c'est que très souvent, ce n'est pas quantifiable. On ne peut pas forcément toujours dire, voilà, j'ai mal de 0 à 10. Et la douleur est quelque chose souvent de très subjectif. Ce qui fait que très souvent, on a du mal aussi au niveau du personnel médical à pouvoir vraiment cerner l'ampleur ou cerner, j'ai envie de dire, objectiviser cette maladie, en fait. Ça reste souvent très souvent dans le domaine de la subjectivité, ce qui rend vraiment le diagnostic compliqué. Mais effectivement, le premier symptôme de l'endométriose, en général, c'est la douleur. C'est la douleur. Très bien.
Vous parlez de douleur, est-ce que, lorsqu'on on est atteinte d'endométriose, est-ce que nous avons, une possibilité de nous faire opérer, pas opérer? Est-ce que c'est toutes les femmes, pas toutes les femmes? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire dessus? Voilà, donc là, il faudra repartir. Je vais vous amener dans un parcours patiente normal. Voilà. Oui, Aujourd'hui, en Europe, j'ai fait la France, je suis en Allemagne. On parle en général de 7 à 10 années pour pouvoir vraiment dépister l'endométriose. Parce que les jeunes dames, la plupart du temps, elles se rendent compte très tôt qu'elles ont ces douleurs-là. Et ben, pour beaucoup de personnes, du moins aussi la génération avant nous, c'est tout à fait normal d'avoir des douleurs, par exemple, quand on a ces menstruations. Donc, très souvent, il y a d'abord cette période de latence où on ne sait même pas qu'on est malade en tant que tel. Et il y a le moment où on arrive chez le médecin et on commence à peut-être déjà avec les anticalmants, en fait, avec les calmants contre la douleur, ou bien on commence à faire des échographies, on commence à essayer de prendre en charge à tâtons sans se rendre vraiment compte que c'est une endométriose. Le souci avec l'endométriose, c'est que au départ, ce sont des cellules microscopiques. C'est des cellules de l'endomètre. Ça veut dire que c'est pas forcément décélable lors d'une échographie si c'est pas déjà à un certain stade. Ou alors, si ces cellules sont à des endroits qui ne sont pas décélables par échographie, on ne le saura pas. Donc, ce sera ça déjà. Le deuxième point, ce sera, oui, on va faire une échographie. Et si, par exemple, cette endométriose est au niveau des ovaires, on va se rendre compte qu'il y a des cellules kystiques. Ça ressemble à des kystes et c'est rempli de sang. Ça, on pourrait reconnaître, OK, c'est une endométriose au niveau de l'ovaire. Mais si c'est, par exemple, au niveau de l'utérus, ça aura l'air peut-être d'un myome. La plupart du temps, on se dit que c'est un myome et on ne le décèle pas facilement. Donc, c'est une maladie qui est plutôt cachée aussi. Donc, si c'est au niveau de la vessie, on ne va pas forcément se rendre compte non plus, on va ressentir les douleurs, ou au niveau aussi de son intestin, on ne va pas se rendre non plus compte. Donc, en général, il y a une certaine latence jusqu'à ce qu'on arrive vraiment au diagnostic où on arrive à dire clairement c'est une endométriose. Et le seul moyen pour pouvoir le dire, ce sera de prélever des tissus, ça veut dire de passer par une opération. Donc, en général, on fait une cœlioscopie de diagnostic et on essaye de prélever des tissus et on les envoie chez le pathologue et c'est le pathologue qui peut assurer et affirmer vous souffrez d'endométriose. Jusque-là, c'est juste un soupçon, j'ai envie de dire, c'est un diagnostic de travail, mais ce n'est pas encore vraiment déclaré. Voilà. Donc, beaucoup de patients ne comprennent pas très souvent pourquoi ils doivent être opérés, surtout que des fois, on va vous faire une opération mais on n'a pas vraiment on n'a pas de résultats concluants. Et après, on continue à avoir les douleurs et après, on continue de vous dire que c'est forcément l'endométriose. Ça réside vraiment dans le fait qu'au départ, ce sont des tissus microscopiques qui ne sont pas forcément décélables à l'œil nu. Ce qui fait qu'au départ, c'est possible qu'on vous fasse une cœlioscopie, mais qu'on ne trouve rien et qu'on vous dise, écoutez, madame, vous n'avez pas d'endométriose, mais c'est juste peut-être que ce n'est pas encore dans la cavité, ce n'est pas encore visible, c'est encore un état microscopique. On fait des prélèvements et voilà, on envoie chez le pathologue et c'est que lui qui pourra dire en fin de compte l'endroit où ça a été prélevé, oui, c'était de l'endométriose ou pas. Donc, en gros, l'endométriose, jusqu'à présent, on se demande d'où est-ce que ça vient. D'où est-ce que ça vient? C'est la question que toutes les femmes posent. Pourquoi moi j'ai une endométriose? Pourquoi j'ai ces douleurs et tout? L'état des faits aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de raison claire. On ne peut pas vous dire vous avez chopé un virus ou bien vous vous êtes fait contaminer. Non. On a des théories de travail, en fait. Il y a la théorie de la menstruation rétrograde. Bon, moi, j'essaye un peu de traduire les mots allemand en français parce que j'ai fait mes études en Allemagne, donc mon vocabulaire, en fait, il est allemand. Donc, forcément, je ne vais pas trouver les mots exacts que votre médecin vous a dit. Ben, j'essaie de vous les expliquer pour que vous puissiez vraiment comprendre parce que je crois que c'est ça le gros souci des femmes aujourd'hui, de comprendre ce qui se passe avec l'endométriose, pourquoi elles souffrent d'endométriose et comment est-ce qu'on peut les aider. Donc, il y a la théorie de menstruation rétrograde où on part du fait que forcément, au lieu d'avoir ces menstrues vers l'extérieur, comme ça se devrait, il y a un certain flux qui se fait en arrière au niveau des trompes et qui passe par les trompes et se déverse dans la cavité abdominale, j'ai envie de dire, à l'intérieur de son organisme. Et du coup, ces tissus vont aller se figer, vont aller s'incruster et prendre vie là-bas et recommencer le même cycle qu'ils auraient fait que s'ils avaient été à l'intérieur de l'utérus. Ça, c'est une possibilité de travail. Et l'autre serait, nous avons un taux aussi élevé aujourd'hui de césarienne. Et on parle aussi de contamination par césarienne parce qu'au niveau de la césarienne, on ouvre l'utérus et il y a les tissus qui sortent et qui peuvent aller se nider ailleurs. On parle aussi d'endométriose dans les cicatrices de césarienne.
Aujourd'hui Ah, encore, aujourd'hui même, j'ai eu une opération d'une dame avec de l'endométriose au niveau de son nombril. Justement, elle a subi une césarienne et c'est ainsi que les tissus ont migré au niveau de sa cicatrice de césarienne. Donc ça, c'est aussi un type de césarienne, d'endométriose. endométriose. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une maladie, moi je dis, elle est sournoise, elle se cache et elle n'est pas facile à déceler. Voilà. Donc, du coup, Comment justement puis-je, par exemple, là on a une question qui vient de nous arriver qui est assez intéressante. Je vous la soumets, je vais la lire. Comment justement faire comprendre au personnel soignant, médecin traitant ou encore gynécologue spécialiste, notre douleur si, comme vous l'expliquiez si bien tout à l'heure, elle n'est pas quantifiable et que cette douleur est subjective. Quels seraient vos conseils? Euh, moi, ce que je dirais aux patientes quand elles arrivent chez le médecin, c'est d'essayer de quantifier au mieux. Donc, vous leur direz, voilà, si sur une échelle de 0 à 10, j'ai une douleur de 8, par exemple, pendant 2, 3 jours. Essayez d'objectiver au mieux. En fait, pendant 2, 3 jours, j'ai cette douleur qui s'exprime de telle manière. Ça, c'est déjà une approche d'essayer de rendre ça quantifiable pour le médecin. Parce que quand on dit juste j'ai mal, on ne comprend pas trop. Autre chose qui est important, c'est la répétitivité. Donc, c'est ce cycle. Une fois on se rend compte que ces douleurs reviennent chaque mois, ces douleurs reviennent de manière répétitive, on peut insister et dire, voilà, c'est pas un truc qui s'est passé là en passant, c'est pas une fois, mais à chaque fois, par exemple, que j'ai mes menstruations, cette douleur revient, elle vient jusqu'à telle amplitude, elle va jusqu'à 9, et voilà, il faudrait voir, est-ce que j'arrive à me lever, est-ce que j'arrive à sortir du lit, est-ce que j'arrive à aller travailler. Tout ce qui me paralyse et m'empêche d'aller travailler n'est plus normal. Parce qu'après, on peut avoir des douleurs pendant ces menstruations. Ouais, il y en a des femmes qui ont des douleurs, mais ça ne les empêche pas de se lever, ça ne les empêche pas d'aller au boulot, ça ne les empêche pas de faire ce qu'elles ont à faire. Donc, une fois qu'on se retrouve avec des douleurs qui nous paralysent, alors là, il faut insister. Il faut insister auprès de son médecin. Autre chose, ce serait pendant les rapports sexuels. Si on a de manière systématique des douleurs pendant les rapports sexuels, il faut insister chez son médecin et lui dire, voilà, il faut qu'on voie ce qui se passe. Il faut qu'on voie pourquoi c'est répétitif. C'est vraiment cette répétitivité. Si à chaque fois, on peut déjà avoir un certain journal, si on peut faire un journal de ces douleurs et dire, voilà, voilà, à cette fréquence, j'ai des douleurs et à cette fréquence, j'ai cette gravité de douleur, j'ai envie de dire, forcément, on peut insister chez son médecin à lui dire, voilà. Et moi, ce que je dis, c'est n'hésitez pas à changer de médecin. D'accord? D'accord. Je suis médecin, mais je le dis parce que nous n'avons pas tous la même expérience de l'endométriose. C'est une maladie qui est encore quand même récente pour nous aussi, pour le corps médical. Parce que comme je vous le dis, jusqu'à pas longtemps, c'était pratiquement normal d'avoir des douleurs pendant la menstruation. Et il ne faut pas oublier que nous, en tant que femmes, on supporte beaucoup. D'accord? Il y a beaucoup de choses qu'on prend pour normal et qu'on banalise soi-même déjà. Donc, quand on va chez un médecin et on lui dit, voilà, j'ai des douleurs handicapantes, n'hésitez pas à aller vers un autre médecin. Peut-être que ce médecin n'a simplement pas d'expérience avec l'endométriose et ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté ou je ne sais pas quoi. Peut-être qu'il ne s'y connaît pas. Donc, il y a des centres d'endométriose où c'est important d'aller essayer de se rapprocher de ces centres-là, des gens qui connaissent cette maladie-là. Parce qu'avec au moins cela, ça va aller peut-être plus rapidement, mais ça ne garantit pas du tout qu'on ait vraiment, en fin de compte, soit une amélioration de ces douleurs, soit, j'ai envie de dire, ce diagnostic vraiment clairement cité parce que c'est vraiment une maladie interdisciplinaire. Une opération d'endométriose sérieuse, on a des chirurgiens, on a des urologues, on a plusieurs médecins, j'ai envie de dire plusieurs corps de métier autour de la table, parce que selon l'endroit qui est affecté, on pourra avoir besoin d'un chirurgien, on pourra avoir besoin d'un neurologue. Donc, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas un seul corps de métier qui est concerné. Donc, du coup, les gynécologues, il y a des gynécologues qui ne sauront pas vous aider, qui ne sauront pas vous aider. Donc, et là, n'hésitez pas, si vous sentez que votre douleur n'est pas forcément écoutée, n'est pas forcément suivie. Et quand je parle de suivi, ça veut dire on va commencer par faire une échographie forcément. Il faudra qu'on fasse une échographie, mais il faudrait que la patiente soit prête aussi à faire une cœlioscopie. Parce que ça, c'est aussi l'autre blocage qu'on rencontre très souvent. Les patientes, elles ne veulent pas se faire opérer et elles disent, elles ne comprennent pas pourquoi il faut faire une opération.
Mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, sans avoir prélevé les tissus, on ne pourra pas vous dire clairement que c'est une endométriose. Des fois, on peut commencer un traitement thérapeutique. Il y en a qui ont subi, qui ont pris de la Visane. En Allemagne, c'est de la Visane pendant une année, avec une amélioration, qui ont vu que les douleurs se sont améliorées. Ça peut être, en fait, il y a des médecins qui commencent par ça. Question de vraiment voir est-ce qu'elle réagit à la Visane ou pas. Mais en fin de compte, quand on parle déjà de stérilité, quand on parle déjà de douleurs très handicapantes, il faut forcément avoir une opération pour voir s'il y a des adhésions, s'il faut, il faut peut-être, je ne sais pas comment le dire, séparer ces adhésions. Parce que c'est justement ça, c'est une inflammation. L'endométriose, c'est une inflammation. Le fait que ces tissus se mettent à saigner à des endroits où ils ne devraient pas, le fait qu'il y ait ce changement, cette vie à un endroit où ça ne devrait pas, le corps se dit il y a un problème et il envoie tous ces j'ai envie de dire, ces petits soldats contre ces tissus-là, ce qui fait qu'on est perpétuellement dans une inflammation, c'est une inflammation perpétuelle. Et du coup, c'est important de vraiment faire de se laisser opérer pour voir est-ce qu'il y a eu des changements, parce qu'une inflammation, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de liquide qui va se déverser à cet endroit, et ces liquides créent des adhérences. Donc, il y a des, je ne sais pas comment ça se dit, ça colle. D'accord? Ce qui fait qu'on se rend compte que, par exemple, la vessie adhère à l'utérus ou bien l'intestin adhère à la vessie. Donc, il y a des organes qui, normalement, sont libres de se mouvoir et qui, tout à coup, se mettent à coller entre eux à cause de cette inflammation. Et ça, c'est justement ça qui crée des douleurs, en fait. Qui crée des douleurs, par exemple, quand on va à la selle, qui crée des douleurs quand on va faire pipi, parce que tout à coup, la vessie n'est plus libre de se déplacer comme elle aimerait. Donc, c'est vraiment, moi, ce que j'aimerais dire, c'est vraiment important quand on va voir le médecin, quand on parle de sa douleur, de passer par une échographie, mais aussi d'être prête à faire une cœlioscopie, à se laisser opérer. Voilà. J'ai une dernière question qui nous est arrivée. Comment la maladie évolue au moment de la ménopause? Très souvent, au moment de la ménopause, on parle d'une accalmie, en fait. Très, très souvent. D'accord. Au moment de la ménopause, parce qu'on comprend bien que c'est ce changement hormonal, c'est cette vie, c'est ces hormones qui font que ces tissus vivent aussi à l'endroit où ils ne devraient pas. Et très souvent, c'est très rare quand même des cas de ménopause après, en fait, de cas d'endométriose après la ménopause. Très souvent, lors de la ménopause, on parle d'accalmie, les douleurs aussi diminuent et voilà, ces problèmes-là diminuent. Le problème, c'est que imaginez que votre intestin soit collé à votre vessie. Donc, le problème avec l'endométriose, ça engendre d'autres maladies, en fait. Ça engendre d'autres maladies. Il y a des jeunes dames qui se sont retrouvées opérées où on a dû sortir un bout d'intestin parce que ça ne fonctionnait plus, c'était plus mobile à cet endroit, les aliments restaient bloqués et puis l'intestin avait perdu sa motilité, par exemple. Donc, c'est vrai qu'on parle d'accalmie à partir de cette période après-ménopausale, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a plus de soucis après la ménopause. En fait, c'est ce que j'essaie de dire. Même après la ménopause, on peut continuer de souffrir des conséquences de son endométriose, en fait. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, docteur. On va donner la parole à Angélique de Place qui est artiste et photographe. Bonjour, Angélique. Son micro est coupé. Hein. Oui, bonjour Angélique. Je ne sais pas si vous Oui, m'entendez. est-ce qu'on m'entend? Super, parfait. Ben, merci beaucoup d'être là. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler justement de cette fameuse série que vous avez nommée L'Invisible? Oui, donc c'est un travail que j'ai réalisé. Attendez, j'ai un problème d'affichage. Attendez, une seconde. Désolée. Alors non, vous inquiétez pas, on vous voit bien. Hein. Vous inquiétez pas, Angélique. Ok. Voilà. C'est effectivement une série documentaire que j'ai réalisée d'Endo-France. Stéphania, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce qu'est l'endométriose? D'accord. Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes les dames qui sont sur le plateau et à celles qui nous regardent. L'endométriose est une maladie
Au moment j'ai été diagnostiquée en 2017, après plus de 10 ans d'errance médicale. Et à partir de mon diagnostic, cette maladie m'a coûté 7 opérations en 2 ans. Et du coup, pendant ces mois d'arrêt, je me suis efforcée de mettre en image la réalité de cette maladie, qui est effectivement, comme on l'a dit, invisible et complexe, non seulement d'un point de vue médical, comme l'a très bien expliqué Stéphania, mais qui est aussi invisible et complexe d'un point de vue social, euh, et pas uniquement médicale. J'ai photographié pendant tous ces mois d'arrêt mon expérience de l'endométriose. Donc, c'est une série assez intime, mais le but n'étant pas de parler de moi, mais le but était de rendre cette maladie invisible, visible à travers des images, puisqu'elle concerne donc une femme sur 10, comme on l'a déjà dit. Et voilà, je me suis attelée à décrire la réalité de l'endométriose dans sa complexité et ses ombres, et sur la vie quotidienne, parce qu'effectivement, ça concerne l'endométriose, c'est une maladie de douleur. Mais c'est aussi la fatigue, c'est aussi la dépression, c'est aussi une précarité financière, c'est aussi de l'anxiété, des déséquilibres et beaucoup de solitude. Et la liste est longue des autres conséquences que la maladie a sur le quotidien. Sans parler évidemment de la vie sociale et professionnelle qui sont évidemment voilà. Avec ces images, j'ai voulu apporter des preuves à tout ça. Je vais, si vous le souhaitez, vous présenter des images. Je peux essayer de vous partager mon écran et partager les images de cette série. Dans cette série, pour chaque image, euh, j'ai intégré des notes, des notes que j'ai prises un peu tout au long de mon parcours, qui à la base étaient, enfin voilà, c'est des notes personnelles qui se marient avec les images. Donc Alors, je vais vous les lire Angélique, en même temps de vous présenter. Ouais. Angélique, vous inquiétez pas, Oui. alors il y a eu les petites images, alors vous les avez peut-être pas vues, qui ont défilé. Vos photos, on va peut-être reprendre Alors, très bien. le. Donc effectivement, on va voilà, remettre. Alors, en attendant que ça arrive, aujourd'hui, justement, dans le cadre de dans ces photos, vous avez été sur une réflexion. Quelle était votre réflexion, processus dans cette série? Votre recherche artistique? Alors, je crois que de manière spontanée, il a probablement été question d'un moyen thérapeutique presque, de se sortir de soi et de comprendre ce qui nous arrive. Et d'un point de vue artistique, il s'agit vraiment d'une recherche de partage d'émotions plus que de partage de moments. Alors évidemment, c'est documentaire, mais c'est essayer de transmettre ce qui se passe tout au long de cette maladie. Il y a effectivement le parcours médical, etc. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont engagées. Et c'est ça aussi que j'ai voulu transmettre dans cette série. Et pas uniquement le côté médical que l'on connaît et dont on parle et dont il est important de parler, évidemment. Mais derrière ça, il y a aussi beaucoup d'autres problématiques, épreuves et, comme je disais, beaucoup de solitude et d'incompréhension. Et c'est pas toujours évident
d'en parler avec ses proches ou moins proches. C'est pas non plus évident d'en parler avec son médecin. Enfin voilà. J'ai essayé de mettre en image un peu tout ça. Oui, alors je ne sais pas si vous voyez, mais là justement, Angélique, peut-être que vous avez ce visu. Normalement, vous voyez les Oui. photos. Oui. Peut-être que vous pouvez nous parler, je ne sais pas si vous le voyez sur l'écran. Oui. Vous voulez que Ah, c'est flou, mais... Il y en avait 2 autres, juste avant, mais peut-être que vous ne les avez pas vus, autant pour moi. Non, je ne les ai pas vu passer, mais je peux reprendre parce que je les connais. Oui. Mais et si vous voulez, je peux les reprendre une par une. Donc dans la première image, il s'agit de la douleur. Et comme je ne sais pas si vous pouvez lire les extraits de texte qui sont à côté. Je ne sais pas si ça s'affiche correctement pour vous toutes. Mais voilà, je peux vous lire si vous voulez pour chacune des photos les textes qui s'accompagnent. Vous me dites. Donc là, on a bien entendu effectivement que ce processus avait été, alors vous m'arrêtez si je me trompe, un processus aussi qui vous a permis de supporter cette maladie, de supporter cette errance dont vous parlez tout à l'heure. Est-ce que ça vous a permis de transcender, d'accepter? Est-ce qu'il y a des choses qui, dans ce processus artistique, qui vous a accompagné? Je ne sais pas si vous m'entendez. Je crois qu'il y a que ça a été un travail de résilience. Vous m'entendez? Oui, 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 autant pour moi. Non, je vous en prie. Oui, je crois qu'il s'agit vraiment d'un travail de résilience, d'un travail de réconciliation avec le corps. Le fait de photographier son corps aussi, c'est une façon de se réconcilier avec un corps qui a été meurtri par la douleur, par les interventions chirurgicales, comme je dis enfin, voilà, comme j'essaie de l'exprimer dans la série, par aussi les invasions médicales, chirurgicales. Essayer de se réconcilier avec ce corps-là pour aller vers une certaine résilience dans ce parcours et dans cette maladie qui est une maladie au long cours, en fait. C'est une maladie de vie. Donc, il vaut mieux en faire un compagnon et essayer d'arriver oui, à accéder, je pense, à une forme de résilience qui est importante pour pouvoir trouver une balance. Et c'est ce que ce travail m'a permis de faire, je crois. Mais c'est un travail qui est en cours. Là, j'ai pris un petit peu de recul, mais c'est une série photo qui est inachevée dans le sens où elle est en progression permanente puisque la maladie est toujours là. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage. J'espère que ce point de vue artistique permettra à toutes et tous de comprendre encore plus fort combien l'art aussi peut être thérapeutique et peut nous accompagner dans ce type de maladies invisibles. Je trouve que le choix est très judicieux et parle réellement de ce que je pense beaucoup d'autres femmes vivent. Merci Angélique. On va donner la parole à Katia. Katia, bonsoir. Bonsoir Émilie. Alors aujourd'hui, vous êtes fondatrice et également présidente d'une association qui s'appelle Parlons-en. Est-ce que vous pouvez justement nous en parler ?
Alors parlons-en, c'est un projet, pour le remettre dans son contexte, qui certes travaille sur l'endométriose, mais qui vient de vraiment beaucoup plus loin. C'est un projet que j'ai commencé en septembre 2013. Initialement, parlons-en, c'était un média et on interviewait des artistes pour faire la promotion au niveau local en fonction des villes dans lesquelles on se situait, de ces artistes justement. Donc on a commencé à Orléans, puis à Tours et maintenant à Paris. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y a un réel dévouement de la part de tous ces artistes avec lesquels on a pu échanger. Et donc, on a voulu aller beaucoup plus loin avec eux. Et c'est pour cela que finalement, en mars 2015, Parlons-en est devenu une association. Et on a voulu réaliser chaque année un événement culturel à portée sociale. Donc parlons-en, en fait, c'est un jeu de mots, parlons-en, parlons zen, parce qu'on aime bien parler de sujets un petit peu tabous avec zénitude et avec beaucoup de recul. Donc, au cours de ces dernières années, on a été partenaire avec beaucoup d'autres projets. Par exemple, avec un gala de charité pour lutter contre le papillomavirus, donc qui s'appelle l'association Cœur Rose. Donc, on a réalisé, par exemple, les vidéos backstage, des shootings, notamment en Galerie Lafayette, avec Eleonora Degré, qui est la CAO de Runway Magazine France. Parce que la mode aussi a une place importante dans notre association. On parle beaucoup de l'art, mais également de la mode, puisqu'on fait la promotion de créateurs, puisqu'on a été partenaire 2 années de suite du CNJC, donc il y a un concours national de jeunes créateurs, et où on a écrit notamment un article sur Perrine Makelele pour sa collection Pansy. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le travail de Denis Mukwege, qui a été élu prix Nobel de la paix, et qui a travaillé justement sur toutes les violences et les agressions subies par les femmes au Congo. Et donc j'ai trouvé que donner le nom de sa collection à l'hôpital de Mukwege, c'était formidable. Donc voilà, finalement, les projets de Parlons-en sont très variés. On touche beaucoup d'arts différents, dont la mode, mais l'idée, c'est de toujours utiliser l'art comme outil de sensibilisation en fonction des thématiques que l'on va choisir ensemble. Il s'agit notamment surtout des droits de la femme, c'est un petit peu le sujet de prédilection, je l'avoue, mais également sur l'écologie, l'éducation, voilà, différentes thématiques, dont l'endométriose. Aujourd'hui, quel autre type de projet peut-être vous réalisez? Est-ce que vous avez envie de nous parler de quelque chose spécifiquement? Oui, alors on a réalisé donc différents projets dont je vous parlais, ces projets culturels à portée sociale, avec par exemple un court-métrage que j'ai réalisé qui s'appelle Pretty Woman. Et l'objectif était finalement de changer le regard de la beauté de la femme à travers le regard de la femme elle-même et de l'homme, pour montrer finalement l'absurdité de la beauté du corps qui varie finalement d'une génération à une autre. Et on voulait apporter beaucoup de recul face à cela pour que les femmes puissent chercher à s'accepter elles-mêmes et à aimer leur propre corps. L'écologie, comme je vous le disais, avec notamment l'artiste japonaise Nobuko Murakami, où on a réalisé ensemble une œuvre in situ. Donc, une œuvre in situ, c'est réaliser une œuvre spécialement pour un lieu, adaptée pour celui-ci dans le cadre d'un projet précis, où elle a utilisé des produits du quotidien pour sensibiliser justement sur l'utilisation de nos outils du quotidien par rapport à l'écologie. Et elle a utilisé de la peinture phosphorescente pour que justement la nuit, l'œuvre prenne vie et pour qu'on prenne vraiment conscience que la vie est partout et qu'il faut la protéger. Et notre dernier projet, bien évidemment, c'est celui qui nous intéresse le plus, c'est la vente caritative One Out of 10, qui a été soutenu notamment par le podcast La Poudre et les newsletters des Glorieuses, ainsi que par la maire du 5e et les élus du 5e arrondissement, et que je remercie infiniment tous mes partenaires pour le soutien qu'ils m'auront apporté. Donc One Out of 10, c'est une vente caritative d'œuvres d'art qui a permis de soutenir la recherche médicale contre l'endométriose. Et j'ai eu le plaisir justement de recevoir Angélique Deplace, qui m'a justement fait don de 3 de ses œuvres de sa série Les Invisibles, et j'en étais ravie, et elles sont très très bien parties d'ailleurs. Donc ça a bien permis de soutenir la recherche médicale. Et merci beaucoup. Aujourd'hui, vous souhaitiez évoquer un sujet qui est l'endométriose et la réussite scolaire. Oui, tout à fait. Alors, déjà, pour remettre un petit peu dans le contexte, One Out of 10, j'ai choisi le titre de ce projet parce que pour moi, les chiffres sont toujours plus parlants.
Aujourd'hui, quand vous regardez les actualités, on vous donne les chiffres des morts, par exemple, des attentats, les chiffres des personnes qui décèdent du Covid. Et pour moi, 1 out of 10, c'est une femme sur 10. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment le plus marqué quand on m'a annoncé que j'étais atteinte de l'endométriose. C'était de savoir que je n'étais pas la seule. Certes, il y a un côté rassurant, mais il y a un côté effrayant à se dire qu'une femme sur 10 dans le monde, donc pas simplement en France, mais dans le monde, est en train de vivre la même chose, voire pire ou moins pire, je lui souhaite, que moi. Et ça, pour moi, ça a été inadmissible. Et je me suis dit, ayant eu un fort impact sur ma réussite scolaire et professionnelle, alors maintenant je suis contente, ça va beaucoup mieux grâce au suivi de mes médecins, mais je me suis dit que je ne pouvais pas laisser passer ça et qu'il fallait agir en conséquence. Et donc, par conséquent, j'ai réalisé dans le projet 1 out of 10, certes, cette vente caritative, mais également une conférence que j'ai pu réaliser avec Michel Pirobon, gynécologue, Christelle Perrault, qui nous a livré un témoignage très touchant, qui nous a un peu toutes fait pleurer dans la salle, dont moi-même, et Virginie Boutin, qui est coach en développement personnel et qui a donné finalement des alternatives pour affronter le milieu professionnel malgré la maladie. Et cette conférence, on a été très contents parce que ça nous a valu d'ailleurs un article dans les Inrocks. Donc on était très très contents des retours qu'on a eus par rapport à ce projet. Alors pourquoi finalement la réussite scolaire et professionnelle, c'est une thématique qui me touche, comme je vous l'ai dit, parce que je l'ai vécu et j'ai vu d'autres femmes autour de moi qui ont été touchées par cela. Et c'est quelque chose qui n'est pas encore assez traité à mon sens. Alors c'est normal, il y a énormément de choses à voir dans cette maladie qui est très complexe, dont on commence enfin à en parler. Donc le combat est très très long. Et moi, c'est vrai que par rapport à tous les sujets de l'endométriose, c'est celui qui m'importe le plus. Donc pour moi, en fait, à travers cette maladie, on peut vraiment détacher 2 points qui vont impacter la réussite et les ambitions des femmes. C'est tout d'abord la douleur physique. Donc ça paraît évident, certes, mais on ne se rend pas compte en fait de l'impact très grave que ça a sur la réussite scolaire et professionnelle des femmes. Parce que cela va vraiment impacter notre production. On va commencer par louper des jours, à cause de la maladie, puisque nous ne sommes pas en capacité de travailler. Donc on va prendre du retard, on doit rattraper ce retard. La vie sociale diminue, parce qu'on doit rattraper justement ce retard. Donc on n'a plus accès à des divertissements, on ne se divertit plus. Donc on est proche du burn-out et ça crée du stress, ce qui accentue les douleurs et qui va nous faire relouper encore des jours, etc. etc. C'est vraiment un cercle sans fin et qui est vraiment dramatique pour ces femmes. Donc on prend sur soi. Pourquoi ? Parce qu'on ne nous croit pas. Et donc ça crée des peurs. On a peur de quoi ? Eh bien, on a peur de rater ses études, ce qui arrive souvent, malheureusement, parce qu'on peut passer à côté de ses rêves en se disant, eh bien voilà, telle filière, je ne pourrais pas la faire parce que ça me demande une grande implication d'être très présente et je sais que je ne pourrai pas, parce qu'une fois par mois minimum, je ne serai pas là. Je sais qu'après, je devrais rattraper mes jours. Et malheureusement, voilà, certaines femmes peuvent même abandonner des ambitions qu'elles avaient prévues. Ensuite, avoir ces menstruations pendant les examens, c'est se dire, bon, bah, je vais passer au rattrapage, ou alors il va falloir que je prenne beaucoup de Nurofen alors que c'est déconseillé, ou tout un cocktail de médicaments pour pouvoir passer ces examens. Si c'est un meeting professionnel, par exemple, un rendez-vous, alors là c'est une vraie catastrophe, vous avez envie de vous évanouir, vous ne pouvez pas rester debout face à un diaporama. Donc finalement, vous savez que vos résultats vont être nuls avant même de les avoir faits, ce qui est dramatique en fait. Ça fait vraiment une charge mentale énorme. Pour les femmes, elles doivent prévoir à l'avance dans le milieu professionnel, par exemple, à quelle date je vais avoir mes menstruations, et donc ne caler aucun rendez-vous professionnel à cette date, par exemple. Ce n'est pas négligeable, c'est une réelle charge mentale pour les femmes dont on ne parle pas. Et pour le milieu professionnel, justement, on a peur aussi de se faire virer. C'est des choses qui arrivent, beaucoup de témoignages de femmes le disent, et quand on est auto-entrepreneur, eh bien, on peut perdre des clients parce qu'il y a des jours où on sait qu'on ne va pas être actif, on doit se faire opérer, c'est très contraignant. Donc, il faut vraiment prendre conscience que minimum une fois par mois, on va perdre en efficacité, et qu'avec le temps, malheureusement, ces jours ne vont faire que d'allonger. On va passer de 1 journée par mois, puis 2, puis 3, et on va se rendre compte que la maladie, maintenant, ne va plus que nous impacter sur les périodes menstruelles, mais peut maintenant aussi nous impacter en dehors des règles. C'est-à-dire qu'à cause de la digestion et de tous les régimes alimentaires, on peut avoir des problèmes maintenant à n'importe quel moment du mois. Et ça devient dramatique parce que l'idée de prévoir justement ces rendez-vous en fonction de ces menstruations n'est même plus possible. C'est-à-dire que là, on se dit, bon bah voilà, là ce matin, je me suis réveillée avec une crampe, je ne peux pas aller travailler. Et ça, pour une femme, pour n'importe qui a une maladie chronique, malheureusement, ce n'est pas envisageable.
Puis, le deuxième impact est psychologique, qui pour moi est même peut-être même encore plus grave que le physique, puisqu'il impacte la confiance en soi, l'estime de soi, et donc toute notre logique de réflexion que l'on peut avoir. Pendant des années, on vous dit que tout est dans votre tête. Et vous imaginez bien les conséquences que pendant 12 ans, parce que c'est 7 ans en moyenne qu'on diagnostique une endométriose, pendant des années, donc 7 ans au minimum, 13 pour mon cas, on vous dit que tout est dans votre tête. Donc, vous pensez tout le temps ne jamais avoir raison, ce qui est absolument inimaginable pour le développement personnel et professionnel. Et donc, cela devient très difficile de faire la part des choses. Donc, par exemple, pour le milieu scolaire, il va s'agir de doutes permanents sur le travail de synthèse, par exemple. Mais pour le milieu professionnel, les femmes vont se remettre en cause et croire parfois aux réflexions que l'on peut faire sur la remise en cause du travail. Il n'y aura pas de recul dans les critiques que l'on peut faire. Donc globalement, on a une impression de jamais être prise au sérieux, et ce qui est vraiment catastrophique. Et donc, c'est très difficile de trouver un cadre de travail propice et adapté à cette maladie chronique. Pour toute personne qui a une maladie chronique, surtout qu'elle n'est pas encore assez reconnue et vis-à-vis du milieu médical et aussi professionnel, afin que vos supérieurs et vos enseignants, si c'est dans le milieu scolaire, vous prennent au sérieux. Donc, si jamais, moi, le conseil que je donne, vous vous sentez dans un milieu professionnel dans lequel vous vous sentez vraiment à l'aise, vous avez vraiment l'impression que vos collègues et vos supérieurs sont ouverts, il faut en parler. Si ce n'est pas le cas, n'en parlez pas. Hein, ne vous mettez pas dans la même situation que la mienne à devoir vous cacher aux toilettes parce que votre RH vous fait comprendre que ça n'ira pas. Non, ne le faites pas. Mais si vous êtes dans un cadre professionnel dans lequel vous vous sentez bien, il faut en parler. Pourquoi ? Parce que, par exemple, quand on a l'endométriose, on a très souvent des bouffées de chaleur. On n'en parle pas, mais c'est le cas. Les bouffées de chaleur arrivent presque tous les jours. Et donc, si vos collègues vous voient très souvent sortir dehors pour prendre l'air, il faut qu'ils comprennent pourquoi. Et voilà, comme disait aussi Angélique, c'est un mode de vie très précaire. Donc, si vous devez souvent poser des congés, négociez plutôt du télétravail, même si ce n'est pas une condition idéale, mais au moins vous serez chez vous avec votre petite fameuse bouillotte sur le bas-ventre, votre tisane, et c'est déjà mieux que de poser des congés. Donc, c'est une maladie, finalement, pour moi, dont on se remet plus difficilement psychologiquement que physiquement. Parce que pour moi, il s'agit presque d'un traumatisme pour certaines femmes. Enfin, pas toutes, heureusement, mais je pense que c'est quand même pas rien comme maladie, vu l'impact psychologique que ça a pu avoir en tout point sur la plupart de ces femmes. Donc pour moi, cette conférence fut absolument nécessaire afin que plus aucune petite fille ou femme voit leur ambition à la baisse, car aux blessures restent les cicatrices et aux mots les conséquences. Merci beaucoup pour ce témoignage poignant. Je pense que c'est un vrai sujet qui n'est pas, à mon sens, encore assez abordé, peut-être encore du travail, mais merci beaucoup pour ce témoignage qui met en lumière ces problématiques de réussite scolaire et de réussite professionnelle dans des contextes soit de bienveillance, soit de non-bienveillance, et vos conseils sont vraiment, à mon avis, vont résonner chez certaines femmes. Alors, je vais revenir auprès d'Angélique. Nous avons une petite question. Il y a une question qui nous a été posée. Est-ce que vous travaillez avec d'autres artistes, ou avez-vous à travailler avec d'autres artistes justement sur votre série L'Invisible ? Alors, j'ai pas travaillé avec d'autres artistes, mais dès que j'ai été sur pied, après plus de 9 mois d'arrêt complet, et pendant lesquels j'ai travaillé sur mon expérience d'endométriose, dès que j'ai été sur pied, je suis allée à la rencontre d'autres femmes qui traversaient la même chose, des jeunes filles jusqu'à des femmes ménopausées. Donc, vraiment un panel large et étendu de femmes qui vivaient aussi cette expérience de l'endométriose. Et je suis allée à leur rencontre et j'ai fait des portraits et j'ai recueilli des témoignages. C'est un travail qui est encore en cours, qui n'a pas encore pris sa forme concrète, à savoir si ce sera une exposition, un livre. Voilà, c'est un travail qui est en cours et
que je n'ai pas réalisé avec d'autres artistes, mais avec d'autres femmes qui ont traversé la même chose. Et c'est un travail ça m'a tenu à cœur de le faire en partenariat avec ces femmes. Et je leur ai laissé la possibilité, on a discuté beaucoup ensemble, d'exprimer ce qu'elles voulaient exprimer à travers des images et sans que je joue le rôle de la directrice artistique. Il m'a semblé que soit important qu'elles puissent exprimer leur point de vue sur leur cheminement dans cette expérience qu'est l'endométriose. Mais je suis ouverte à toute collaboration, avec plaisir. Merci bien, j'espère que ça sera entendu. On va lancer une petite vidéo d'Endo France avant de présenter Yasmine Kando. Alors, on va lancer tout ça. Parce que de nombreuses femmes souffrent en silence, parce que le diagnostic est complexe, tardif et difficile à comprendre, parce qu'il faut se battre pour une meilleure prise en charge et pour être entendu, parce que c'est aussi une maladie de couple. Endo France a été créée en 2001 pour soutenir les femmes et leur entourage. Rencontres amicales, groupes de parole et ateliers sont autant de lieux d'échange sur le comment vivre avec la maladie. Grâce à notre comité scientifique composé d'experts reconnus pour leurs compétences, nous délivrons une information validée scientifiquement. Pour informer le public sur cette maladie gynécologique chronique touchant 1 à 2 femmes sur 10, nous organisons semaine après semaine, dans toute la France, des conférences et des tables rondes. Pour compléter notre mission d'information, nous avons publié les idées reçues sur l'endométriose avec le soutien de spécialistes et avons coproduit le film « Toi, mon endo ». Ayant à cœur de faciliter un diagnostic précoce pour les adolescentes, nous menons des actions de sensibilisation dans les collèges et lycées et intervenons dans la formation des infirmières scolaires. Agissant depuis notre création auprès des pouvoirs publics pour la reconnaissance de la maladie, nous avons également rédigé un chapitre des recommandations pour la pratique clinique de l'endométriose, publié par la Haute Autorité de Santé et le Collège national des gynécologues et obstétriciens de France. Nous travaillons avec les autorités publiques à la mise en place des filières de soins dédiées à l'endométriose et intervenons dans diverses commissions ministérielles. Première association de lutte contre l'endométriose à être agréée par le ministère de la Santé en 2018, nous œuvrons sur le terrain en étant un pont entre institutions médicales et patients. Depuis 2016, nous avons versé plus de 150 000 € à différentes équipes de recherche dédiées à l'endométriose. Parce qu'association rime avant tout avec engagement et surtout don de soi, Endo France a la chance d'avoir une marraine et un parrain très investis. Laetitia Milo œuvre à nos côtés depuis des années afin de sortir la maladie de l'ombre. Elle a créé en 2016 le tout premier spot de sensibilisation diffusé sur plusieurs chaînes TV, dont TF1. Thomas Ramos, rugbyman, témoigne en avril 2019 et lève le voile sur le difficile rôle du conjoint vivant au quotidien les difficultés que peut avoir la femme atteinte d'endométriose. Mais pour que les 3 mots d'Endo France, soutenir, informer, agir, puissent autant résonner sur le territoire national comme international, il faut également la force, le regard et l'investissement de plus de 110 bénévoles, de plus de 2300 adhérents et de plus de 60 000 followers. Un travail colossal où rigueur rime avec partage, où empathie rime avec action, où solidarité rime avec espoir. Bonsoir. Bonsoir. Là, j'imagine que peut-être que vous avez envie de réagir avant de commencer à nous parler un peu plus du sujet qui nous intéresse ce soir. Peut-être que vous avez envie de réagir sur effectivement les 3 témoignages que vous avez eus juste avant. En tout cas, déjà, je voulais remercier parce qu'effectivement,
C'est très important. Merci à Stéphania pour son explication simple et claire de ce qu'est l'endométriose. C'est vrai aussi qu'on se rend compte comme ça des différences un peu de prise en charge en Europe. C'est vrai qu'en France, on a tendance à opérer le plus tard possible et à commencer par le traitement médical. Mais effectivement, j'avais déjà entendu dire que d'autres pays préconisaient davantage l'opération pour derrière être sûr de donner une prise en charge plus adaptée. Donc c'est vrai que c'est intéressant de ce point de vue-là. Alors l'art et l'endométriose, Katia et Angélique, bravo. C'est un beau moyen, je dirais, effectivement, de rendre visible une maladie qui ne l'est pas, d'attirer l'attention aussi. C'est un autre moyen, un autre vecteur de sensibilisation. Et je trouve ça vraiment formidable ce que vous avez fait. À la fois, ça a un côté comme j'ai beaucoup de résilience, effectivement, parce que voilà, ce qu'on traverse en tant que femme avec la maladie, il faut réussir aussi à en faire quelque chose pour le dépasser et puis au bout de quelques années, pouvoir se retourner sur son parcours et se dire que bah, ça nous a rendus plus forts. Donc, et puis, c'est aussi un beau moyen de faire prendre conscience aux gens bah, voilà, que cette maladie, elle existe et que même si on ne la voit pas, elle fait du mal, elle n'est pas invisible pour tout le monde et que voilà, il faut attirer l'attention. Et l'art, c'est vraiment un beau moyen de mettre ça en avant. Je partage tout à fait, d'autant plus que l'année dernière, nous avions une exposition photo qui s'appelle cette fois Les Invisibles, où des femmes, une soixantaine de femmes ont posé, ont raconté leur histoire. C'est une exposition immersive puisque voilà, il suffisait de scanner les photos pour entendre leur parcours avec la maladie. C'était très touchant et je suis tout à fait d'accord avec la photo. On peut dire beaucoup. Voilà, donc bravo à vous. Merci beaucoup pour votre retour. Alors, justement, on a parlé de la maladie, des symptômes. Alors, si j'entends parler et que je suis une femme, effectivement, qui a des symptômes qui ressemblent à tout ce qu'on a dit, alors, quelle est la première étape, en fait? Aujourd'hui, en France, comment je fais? À qui j'en parle? Qui peut m'accompagner? Alors, déjà, il faut peut-être changer un petit peu, d'état d'esprit sur cette maladie et se dire qu'effectivement, Stéphania l'a très bien dit, le principal symptôme de l'endométriose, c'est la douleur. Quand la douleur empêche d'agir au quotidien, quand elle empêche d'aller au lycée, quand elle empêche d'aller travailler, il faut en tenir compte. Il faut arrêter de penser qu'une douleur pendant les règles ou même en dehors des règles peut être, totalement normale. Donc la première des choses, c'est déjà de se dire: «Il y a quelque chose qui ne va pas» et en parler à son médecin. Si le médecin n'est pas attentif, parce qu'encore aujourd'hui, il existe encore des médecins qui ne reconnaissent pas l'endométriose, qui ne savent pas la diagnostiquer ni la prendre en charge. Si c'est le cas, et il ne faut pas hésiter à se tourner vers des personnes qui pourront les orienter, et en l'occurrence vers notre association, où nous avons donc 120 bénévoles répartis sur toute la France qui ont fait un énorme travail de terrain d'aller à la rencontre des personnes capables de prendre en charge l'endométriose. Et donc, elles sont en mesure d'orienter les femmes vers des médecins qui pourront poser ce diagnostic et les accompagner dans une prise en charge adaptée à leur cas, puisque chaque femme a son endométriose et que chaque traitement doit être personnalisé, individualisé. Combien de temps dure, alors, quel est le temps pour diagnostiquer, cette endométriose? Est-ce qu'il y a il y a on a parlé de 7 à 10 ans, mais c'est quoi le parcours justement? Quelles sont les étapes? Alors on parle effectivement d'une moyenne de 7 ans entre les premiers symptômes et la prise en charge. J'espère sincèrement pour toutes les jeunes filles d'aujourd'hui et les femmes de demain que ce délai va réduire. J'y crois puisqu'on parle de plus en plus d'endométriose, puisque les médecins maintenant se forment, puisqu'on prépare actuellement avec le ministère des outils de formation
justement pour ces médecins, parce que des experts organisent des congrès médicaux pour former leurs pairs. Donc, j'ose croire que ce délai va diminuer, mais le parcours de soins idéal d'une personne qui est atteinte d'endométriose aujourd'hui, ça serait la douleur qui revient mois après mois. On se dit qu'elle n'est pas normale. On va voir son médecin. Le médecin dit c'est peut-être une endométriose. Il va ensuite envoyer faire une échographie qui déjà peut révéler beaucoup de choses, une IRM pour compléter le diagnostic et proposer, discuter de la prise en charge avec la patiente. Ce qui est important, c'est ça, c'est que tout se définit dans le dialogue avec la patiente et avec le médecin, selon son parcours de vie, selon son désir. Est-ce qu'elle veut un enfant? Est-ce qu'elle ne veut pas d'enfant? On privilégiera soit la piste traitement médicamenteux, soit la piste chirurgie, soit la piste PMA, selon vraiment le moment où elle en est dans son parcours de vie. Voilà un petit peu pour le diagnostic. L'imagerie, elle est importante, mais il faut qu'elle soit réalisée par des experts, par des gens qui sont formés à chercher et à trouver l'endométriose parce que, comme disait Stéphania, parfois c'est quelques millimètres et l'œil ne suffit pas à la voir. Il faut être capable d'interpréter les images que vont révéler l'IRM. Aujourd'hui, justement, vous parlez de l'œil aguerri, de celui qui pratique et qui est le professionnel vraiment, qui a ces techniques. Est-ce que sur votre site internet, on peut trouver les laboratoires ou contacter quelqu'un pour nous conseiller de tel ou tel laboratoire, puisqu'on aurait plus un spécialiste qu'un autre? Alors, quand vous dites laboratoire, j'imagine c'est plutôt centre d'IRM, Oui, centre centre d'IRM, d'imagerie, autant voilà. pour moi, Oui, oui, tout à fait. d'accord. Alors, on n'a pas de liste de noms sur notre site internet parce que, après discussion avec le ministère, on sait bien que ça n'est pas déontologique de mettre certains médecins plutôt que l'ensemble, mais on sait que tous ne sont pas formés à l'endométriose. Donc, on a bien sûr ces listes, mais ça passe par un échange avec nos bénévoles en région. Les personnes qui ont besoin d'être orientées vont donc les contacter via notre site internet et là, elles échangeront avec les bénévoles. Déjà, elles auront du soutien, un soutien de proximité, un soutien individuel et puis elles seront orientées en fonction de ce qu'elles vont nous dire, en fonction de leurs symptômes, aussi de là où elles en sont dans leur parcours. Est-ce qu'elles ont déjà eu des traitements, des opérations? Est-ce qu'elles ont déjà vu un chirurgien, un gynécologue? Est-ce que c'est quelqu'un qui connaît la maladie? Et en fonction de tout ça, on va l'orienter. Non seulement sur la prise en charge médicale, parce qu'elle est nécessaire dans l'endométriose. On sait bien que chaque mois, quand on a nos règles, ça saigne aussi à l'intérieur de notre ventre et que c'est ça qui fait mal et que c'est ça qui crée des adhérences et qui fait que la maladie peut évoluer. Et donc, le traitement médical, c'est une chose, mais il y a aussi tous les à côté, tout ce qu'on va faire pour aider le corps à vivre correctement avec cette maladie, pour s'aider soi-même, bien sûr, toutes les techniques douces, toutes les médecines complémentaires, parce que la prise en charge de l'endométriose aujourd'hui, elle est pluridisciplinaire, et donc, on a besoin de voir à un moment ou à un autre quelqu'un qui fait de l'acupuncture, quelqu'un qui fait de la sophrologie, quelqu'un qui fait du shiatsu, quelqu'un qui fait du yoga, quelqu'un voilà, qui va nous aider à mieux vivre les traitements, les opérations et le quotidien, parce que quand la douleur devient chronique, c'est surtout ça qui se chronicise dans l'endométriose, c'est la douleur. Et quand on souffre tous les jours, ça devient très compliqué. Et là, vraiment, les médecines, les techniques comme l'hypnose, l'auto-hypnose sont des outils fabuleux, et bien d'autres, hein, il n'y a pas que cela. Ce sont des outils fabuleux dont il faut user et abuser, parce que là, c'est garanti sans effet secondaire. Merci d'avoir cette grande ouverture. Aujourd'hui, donc j'entends qu'il y a vraiment un soutien de la part d'Endo-France auprès de femmes. J'ai eu une question d'hier qui disait voilà, je viens d'être diagnostiquée il y a peu de temps, sur l'année 2020. Comment puis-je… Alors, j'ai entendu une de vos réponses qui était que si le médecin n'entendait pas, de changer de médecin, ne pas hésiter. Donc, j'ai bien entendu le message,
aussi bien par Stéphania que par vous-même, Yasmine. Mais je change de médecin, je suis toujours pas entendue. Alors, je perds mon travail, je fais des malaises, je me sens un peu désemparée. Est-ce qu'il y aurait d'autres conseils à apporter? Je pense que le plus important, c'est de trouver le bon médecin, celui qui va mettre le doigt sur le diagnostic et donc le traitement adapté. Et là, il n'y a pas 36 solutions, c'est vraiment de se tourner vers les bénévoles en région, pour avoir la meilleure orientation possible. Parce que tant qu'on n'a pas trouvé le bon médecin, les symptômes continuent, les symptômes peuvent évoluer, vont gâcher la vie. La qualité de vie d'une femme atteinte d'endométriose, ça peut être très, très compliqué. Il y a le regard des gens aussi auquel il va falloir faire face, mais tant qu'on n'a pas trouvé le traitement adapté, la qualité de vie va rester impactée. Et donc, c'est trouver le bon professionnel qui saura prendre en charge tout ça, qu'il faut réussir à trouver. Et généralement, on arrive à bien orienter les patientes. Aujourd'hui, vous pensez que l'alimentation ou la nutrition sont aussi des sujets avec l'endométriose? Oui, alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'études scientifiques, hein, qui vient prouver que, ces techniques ont, une influence positive, ou négative, hein, sur l'endométriose. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut que chaque femme, enfin ce dont on est persuadé, c'est que chaque femme doit essayer et trouver sa propre, ce que j'appelle sa propre boîte à outils. C'est-à-dire qu'elle va trouver les techniques qui vont lui faire du bien, qui vont agir sur elle. Et l'alimentation, la nutrition, c'en est une. Beaucoup de femmes, arrêtent de manger du gluten et se trouvent totalement soulagées, notamment quand elles ont des endométrioses qui touchent les intestins. Déjà à la base, ça peut être très inflammatoire, mais rajouter une maladie inflammatoire et en plus une lésion, sur les intestins, ça va venir, compliquer un petit peu le travail de l'organisme. Donc supprimer le gluten chez certaines femmes, c'est une bonne solution. Chez d'autres, ça va diminuer les douleurs et les symptômes. Chez d'autres, pas du tout. Il ne se passera rien, même avec l'éviction du gluten sur plusieurs mois d'essai. Donc, c'est vraiment à chacune de trouver les aliments qui vont influencer ces douleurs, les rendre plus importantes, en faisant des essais. Il n'y a pas 36 000 solutions. C'est, voilà, aujourd'hui, je décide d'arrêter les produits laitiers. Je vais voir pendant 3 semaines ce qui se passe. Puis, je recommence à manger des produits laitiers et je vois ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on arrive à voir les aliments qui sont néfastes ou qui nous conviennent quand même malgré tout, qui ne changent rien. Et après, c'est déjà compliqué de vivre avec une endométriose, donc si on peut aussi ne pas se sentir frustré par rapport à la nourriture, c'est important aussi. Mais voilà, on peut faire quelques écarts de temps en temps. On sait que peut-être on va souffrir après pendant 2 ou 3 jours, mais quand on a envie d'un éclair au chocolat, ma foi, bah, mangeons notre éclair au chocolat. Bien sûr, bien sûr. Alors, si j'ai envie d'être adhérente, est-ce que je peux devenir adhérente? Comment il faut que je fasse? Est-ce que si je deviens adhérente, il y a des informations en plus que je peux avoir? Comment ça Oui, tout à fonctionne? fait. Tout à fait. Alors, pour adhérer, c'est très simple, hein, c'est sur notre site internet. Il y a une page dédiée à l'adhésion. C'est 23 € à l'année, déductible des impôts. Cette adhésion, elle a une vraie valeur et encore plus aujourd'hui parce qu'on a pris conscience, qu'il fallait vraiment, prendre soin de nos adhérents. Donc, quand on est adhérent, déjà, on participe à différentes actions spécifiques. Par exemple, des ateliers de découverte pratique justement de ces techniques, sophrologie, yoga, art-thérapie aussi, on fait des ateliers d'art-thérapie, par exemple. Donc tout ça, on le réserve à nos adhérents. Ce sont des ateliers pratiques qui sont faits, régulièrement. On a également, des petites offres supplémentaires pour nos adhérents, des cadeaux. On leur a offert des livres, on leur a offert, enfin des livres en lien avec l'endométriose, bien évidemment. On a,
des rendez-vous individuels avec les bénévoles, c'est-à-dire qu'un jour, l'adhérente dit: «Mais j'ai une vraie question, je ne sais pas où je vais trouver l'info tout de suite». Elle peut demander à sa bénévole régionale un rendez-vous. On prend un rendez-vous en visio, on passe le temps qu'il faut pour répondre à ses questions. Voilà, on a des actions qu'on va réserver, des actions d'information qu'on va réserver à l'ensemble des personnes, de nos 75 000 followers, des sympathisants que nous avons. Et puis, pour nos 2 450 à aujourd'hui adhérents, on va vraiment réserver un vrai soutien individuel, de proximité, en leur offrant beaucoup plus de choses. Et c'est normal parce que grâce à eux, ce sont nos seules ressources, hein, les cotisations de nos membres. Donc grâce à eux, on peut continuer à mener nos actions de sensibilisation et on peut surtout continuer à soutenir la recherche telle qu'on l'a fait depuis 3 ans. Merci beaucoup. Donc, et voilà, demain, les dons, j'imagine que c'est quelque chose d'important. J'imagine que voilà, il y a un soutien à la recherche. Oui. J'ai envie de faire un don. Comment je fais et en quoi c'est important? Alors, c'est important d'avoir des adhérents parce que d'abord, ça nous rend visibles et crédibles, notamment vis-à-vis des pouvoirs publics. On écoute une association de 2450 adhérents d'une autre façon. Et les dons sont importants aussi parce que c'est vraiment grâce à nos donateurs que la cagnotte recherche augmente chaque année. On atteindra 80 000 € de dons versés à la recherche de l'année. Donc, c'est vraiment énorme, même si à l'échelle du projet de recherche, c'est vraiment ridicule, puisqu'un projet de recherche, c'est entre 300 et 500 000 €. Mais on permet à des équipes qui travaillent sur des projets de recherche fondamentale sur l'endométriose, on leur permet de démarrer leur projet, et ça, c'est important. Pour faire un don, c'est toujours pareil. Sur notre site internet, il y a une page réservée aux dons. Tout se fait en ligne et ensuite, voilà, c'est enregistré et on remercie bien évidemment nos donateurs. La plus importante ayant été notre marraine Laetitia Milot, puisque à elle toute seule, elle a permis de verser presque 90 000 € à la recherche, en participant à des jeux télévisés et en nous faisant des dons, en nous offrant les droits d'auteur de son livre « Le bébé, c'est pour quand ». Bien. Merci beaucoup à toutes pour toutes ces réponses. J'espère que ça a résonné, ça a apporté des réponses auprès de femmes, mais peut-être que certains hommes, pères, frères, regardent et puis sont peut-être plus sensibles à ces douleurs, plus attentifs aussi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous remercier puisque commence la campagne d'ONU Femmes qui se nomme Orange Day, qui débute aujourd'hui, journée internationale pour l'élimination à la violence à l'égard des femmes, et qui se termine le 10 décembre, date de la journée des droits de l'homme. Donc, merci à toutes pour votre implication, pour votre soutien. L'Illumination, c'est une association qui soutient les autres associations, qui met en lumière les actions. On va mettre en lumière justement pour cette période Orange Day des petites actions, des vidéos auprès d'avocats, auprès d'autres associations pour avancer sur cette cause, ces causes de femmes. Il y a un terme qui naît de plus en plus qui est la sororité. Je pense que c'est un vrai sujet, que c'est en train d'augmenter aujourd'hui dans notre culture et éducation française. On a ce besoin de soutien les unes les autres et on a besoin de sensibiliser sur tous les sujets qui touchent aux femmes. Donc, je vous remercie à toutes et à tout le monde d'avoir pu assister. Et puis, j'espère que ça donnera aussi peut-être envie aux gens de soit rejoindre Andro-France, soit d'avoir de nouveaux projets, qu'ils soient artistiques ou autres. Merci à toutes. Merci à toi, Émilie. Avec grand plaisir. Merci de nous avoir reçus. Merci Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Tout le monde, au revoir. Au revoir. Au revoir.